En bref.tn. Qui est l'an 1 des révolutions arabes, votre livre paru en 2012, Oui. Une période d'embrasement dans le monde arabe, ayant démontré que rien n'est plus universel que l'aspiration à la liberté. 6 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Quel regard portez-vous actuellement sur ce qui est communément appelé printemps arabe? Un regard plein de tristesse, naturellement, parce que, à la notable exception de la Tunisie, où la révolution démocratique est un succès, toujours, qui se confirme, dans les difficultés, naturellement, mais qui se confirme, eh bien, partout ailleurs, c'est la tragédie. Regardons l'Égypte, c'est le retour de la dictature, encore plus brutale que du temps de M. Moubarak. La Syrie, n'en parlons pas. Le Yémen, n'en parlons pas. Bahreïn, n'en parlons pas. Partout, c'est un spectacle de désolation. Mais avec pourtant un bémol. On a vu, pendant cette belle année 2011, celle des printemps arabes, on a vu toute une nouvelle génération arabe, garçons et filles, descendre dans les rues. Et pas pour crier un fanatisme religieux, une haine de l'Occident, un désir de violence. Non, pour crier une aspiration, vous le disiez à l'instant, à la liberté, à l'état de droit, à la démocratie, à la dignité d'un citoyen. Et ces jeunes gens et ces jeunes filles qui avaient 20, 25 ans en 2011, eh bien dans 15 ans, 20 ans ou plus tard, par le simple effet de la biologie, ils seront les pays arabes. Il n'y aura personne d'autre. Et ces jeunes gens qui seront devenus des quadragénaires, de jeunes quinquagénaires, ils n'auront pas perdu cette aspiration à la liberté. Pas du tout. Vous pas croyez? du tout. Absolument pas. Oui. C'est une graine qui va pousser, naturellement. Et ils ont le savoir, ils ont la jeunesse, ils seront indispensables à leur pays, ils seront aux commandes de leur pays. Ils seront aux commandes de leur pays. Et cette génération, on la retrouvera. Vous savez, les printemps arabes me font beaucoup penser à ce moment de l'histoire européenne, au XIXe siècle. Les révolutions de 48, de 1848. Soudain, il y avait eu exactement comme dans le monde arabe en 2011, dans tous les pays d'Europe, cette épidémie foudroyante, comme ça, de désir de liberté, de désir de dignité. Et puis les révolutions de 48 avaient échoué, avaient été réprimées, avaient été suivies d'un retour de la réaction, du conservatisme le plus étroit. Et quand on regarde rétrospectivement, c'est cette année 48 que la démocratie européenne est née. Et je pense que la démocratie arabe est née en 2011, malgré toutes les horreurs, toutes les tristesses, toutes les violences actuelles. Des graines qui vont pousser, vous le dites si bien. L'islam est considéré comme la deuxième religion de France. Oui. Il est sujet à beaucoup d'incompréhension qui trouve ses origines dans la montée d'un radicalisme rampant de tous bords. En tant qu'homme de gauche, bon, pas tout à fait, mais Si. comment éviter les amalgames et permettre à tous de jouir de sa liberté avec un grand L? C'est difficile parce qu'une peur s'est répandue en Occident, une peur que parfaitement compréhensible, hélas, la peur des attentats aveugles. Pensons à ces familles qui étaient allées se réjouir sur la promenade des Anglais à Nice, et soudain, je ne sais plus combien de dizaines de morts, je crois près d'une centaine de morts, écrasés par un fou illuminé qui leur fonce dessus au volant d'un camion. Alors les gens ont peur, c'est normal. On ne peut pas demander aux gens de ne pas avoir peur, même si on sait que la peur est une bêtise, même si on sait qu'elle est mauvaise conseillère, mais elle est là. On a peur. Alors comme c'est bien difficile de comprendre quand on est un citoyen moyen, pas un islamologue, un citoyen moyen, pas un spécialiste des relations internationales ou de l'histoire des mondes arabes, etc. Alors, comme il est bien difficile de comprendre ce qui se passe, on se replie et du coup on se méfie de tout ce qui vient du Proche-Orient et même, par ricochet, du Maghreb.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Car c'est absurde, car c'est injuste, car c'est oublier évidemment que ces assassins fanatiques représentent quoi? Quelques pourcents au maximum du monde musulman et des mondes arabes. Et ils sont là, ils tuent. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Bien, tout simplement expliquer inlassablement, reprendre les choses. Deuxièmement, constater que malgré cette peur légitime et compréhensible, les gens ne deviennent pas fous en Europe. Les gens ne commencent pas à vouloir chasser tous les musulmans, pas du tout, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de violence injuste et aveugle, de représailles. Non, absolument pas. Absolument pas. Les gens, malgré la peur, savent et comprennent. Alors ce qu'il faut espérer, naturellement, c'est que ces mouvements djihadistes s'épuisent. Et de ce point de vue, je ne suis pas pessimiste, loin de là. Al-Qaïda s'est épuisé, l'État islamique s'épuise. Il y a bien d'autres groupes qui vont renaître sous une forme, sous une autre, etc. Mais dans les mondes arabes, ces mouvements inspirent une horreur absolue, un rejet total. Où est-ce qu'on a vu des manifestations de soutien à Daesh dans le monde arabe? Je n'en ai vu aucune. Vous en avez vu? Oui, j'en ai vu. Où? On soutient, il y a des groupes qui soutiennent Daesh. Vous les avez vus dans la rue défiler par dizaines de milliers comme les manifestants démocrates de 2011? Eh bien voilà. Ils sont cachés. Ah, ils sont cachés. Oui, mais s'ils se cachent, c'est qu'ils ne sont pas si populaires. D'accord. Alors, la France a toujours eu une politique arabe. Oui. Dont les contours sont très nets. On peut citer la période Chirac. Oui. Et peut-on parler de virage avec Macron? Vous voulez dire d'abandon d'une politique arabe de la France? La politique arabe de Macron, quel regard portez-vous sur cette politique? Est-ce qu'elle n'a pas un peu viré par rapport à celle de Chirac? Non, je ne dirais pas cela. Oui? Non, je ne dirais pas cela. Chirac a été très très populaire dans les pays arabes à cause de son refus ô combien justifié oui, de l'aventure américaine en Irak. En Irak. Et du coup, à travers Chirac, la France est redevenue, je dirais, particulièrement populaire. Mais à travers Macron? Mais à travers Macron, il n'y a pas aujourd'hui d'Américains qui veuillent, malgré M. Trump, qui veuillent faire une aussi terrible, épouvantable erreur qu'a été l'intervention en Irak. Donc il n'y a pas de raison de s'opposer à cela, ça n'existe pas. Donc est-ce qu'elle continue la politique arabe en France avec Macron? Moi je me souviens du voyage d'Emmanuel Macron en Tunisie, oui. Le moins qu'on puisse dire est qu'il était plein de chaleur, d'empathie, de sympathie pour la Tunisie et qu'il a fait des promesses aux Tunisiens dont j'espère, dont je crois, dont je suis même convaincu qu'elles seront suivies des faits. Mais est-ce que son intervention en Syrie, est-ce que vous l'approuvez? Totalement. Oui. Totalement. Contre Bachar el-Assad? Absolument. Bien sûr, oui. On ne doit pas laisser un dictateur, Bachar el-Assad en est un et des plus abominables, gazer son peuple impunément, alors qu'il a été averti très clairement, aussi bien Mais c'est pas du théâtre, comme en Irak? Non, ça n'a rien à voir avec l'Irak. Les Américains voulaient débarquer en Irak et l'ont fait. Ni Emmanuel Macron ni M. Trump, mais ne parlons que d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention d'envoyer des troupes françaises en Syrie, ni même de renverser Bachar el-Assad. Il n'a pas bombardé le palais présidentiel de Damas, il a bombardé des stocks d'armes chimiques. C'est tout à fait différent. Elles existent, les armes chimiques en Syrie? Vous n'avez pas vu leurs effets? Je ne sais pas. Vous n'avez pas vu leurs effets? Je doute, mais bon, vous avez ça tort. c'est... Vous avez tort. Vous croyez que ces images sont fabriquées? Je ne sais pas. Mais oui. par qui? Pourquoi? Bon, alors il y a une bonne politique arabe qui continue en France.
d'après vous? Écoutez, bonne, on verra. On verra. On verra. C'est trop parce que tôt de prendre des c'est trop conclusions. tôt pour le dire. Voilà. Mais je pense qu'il y a une continuité de la politique arabe de la France, oui. Oui, certainement. D'ailleurs, d'aucuns pensent l'islam et démocratie ne vont pas toujours de pair. L'expérience en Tunisie où le parti Ennahda, que vous connaissez, Bien sûr. Je connais même son leader, M. Khanouchi. donc l'expérience en Tunisie où le parti Ennahda, justement, de référent islam politique, est au pouvoir aujourd'hui. Comment appréciez-vous cette exception? Mais alors, c'est une exception, mais est-ce que l'exception est Ennahda dans le mouvement islamiste ou est-ce que l'exception est la Tunisie? Je ne sais pas. Je vais dire un peu des deux. Je vais dire un peu des Un deux. peu des deux. Un peu des deux, pourquoi? Parce que monsieur Khanouchi a eu l'intelligence, souvent d'ailleurs contre une partie de sa base, de comprendre que ce pays dans lequel Bourguiba avait instauré sitôt ce statut de la femme que vous avez, et qui a totalement transformé votre pays, totalement, Exact. totalement, eh bien, il a eu l'intelligence de comprendre que dans ce pays-là, on ne pouvait pas vouloir, même penser, imposer le voile, la charia, etc. D'autant qu'il y a en Tunisie, et je pense que c'est aussi un legs de Bourguiba, une véritable tradition Ouais. en vérité, de liberté, une véritable tradition de débat contradictoire, qu'il y a une intelligentsia, qu'il y a des associations de la société civile, notamment des femmes, mais pas seulement des femmes, que vous avez un syndicat extraordinairement puissant qui a été une partie de l'histoire de votre pays et une partie généralement extrêmement positive. Le rôle qu'a joué l'UGTT dans les négociations justement entre Ennahda et les autres partis a été fondamental. Et ont eu le prix Nobel. Et extraordinairement bénéfique, à juste titre. Une question franco-française. Oui. Oui. Alors, la dernière interview de Macron à Plenel et Bourdin, Oui. voilà, supposée être une interview bilan. Oui. C'est ça, chiche quoi. Une année après les élections, comment jugez-vous justement l'appréciation des protagonistes, vous en tant que connaisseur Vous voulez dire quel est mon bilan à Oui. moi de cette première année? C'est ça? Non, le bilan de l'interview. Ah, de le l'interview. Le bilan de Macron, l'interview. Oh, écoutez, il avait en face de lui de tigres prêts à le déchirer. C'est une interview bilan. À le déchiqueter. Et je trouve qu'il s'en est très très bien tiré. C'est vrai, ouais, 3 heures, pendant 3 heures de temps. Il a tenu tête avec beaucoup de Il est très fort, Macron. Hein. Beaucoup de pertinence intellectuelle, beaucoup de répartie. Ouais. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et là, si vous me posez la question sur l'exercice lui-même, écoutez, comme on dit, chapeau l'artiste. Vous auriez posé les mêmes questions? Non, pas du tout. Non, par exemple, quelle serait votre question à vous? D'abord, je n'aurais pas dit Emmanuel Macron, président de la République. J'aurais dit Monsieur le Président. Moi, ça m'a choqué. Ah bon? Ça m'a gêné, en tout cas. Oui. Choqué, c'est peut-être trop, mais ça m'a gêné. Quand on a en face de soi le président de la République, je crois qu'on respecte l'institution. Même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est tout à fait autre chose. J'avais de grands désaccords, je ne sais pas, par exemple avec M. Sarkozy, je ne lui ai jamais dit Nicolas, je lui disais Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez tort, mais Monsieur le Président. D'accord, vous auriez agi comme ça. J'aurais agi comme ça, et je trouve que leurs questions sur la Syrie n'étaient pas forcément très pertinentes, qu'elles étaient assez confuses.